Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de René Guénon. Le nom de René Guénon vous dit peut-être quelque chose. C'est un auteur dont on entend beaucoup parler depuis les années 2000, alors même qu'il est mort en 1951. Et quand je dis qu'on en entend beaucoup parler, je parle du grand public, et non pas des milieux universitaires. René Guénon est très peu étudié en fac de philosophie, malgré l'influence qu'il a exercée sur le monde intellectuel au XXe siècle. Et l'une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup de René Guénon, c'est parce que c'est un intellectuel qui a prédit la fin du monde. Alors, dit comme ça peut paraître un peu loufoque, voire même un peu grotesque. Qu'est-ce que c'est que ces intellectuels qui parlent de fin du monde? Ça fait pas très sérieux. Et pourtant, vous allez voir qu'on n'a pas affaire ici à un vulgaire gourou de secte, on n'a pas affaire à un illuminé qui prétendrait avoir reçu un message des anges. On a affaire à quelqu'un qui s'est attaché, tout au long de sa vie, à étudier les doctrines spirituelles orientales, pas seulement orientales d'ailleurs, mais surtout orientales, et qui considère qu'il y a dans ces doctrines des enseignements que nous autres, occidentaux modernes, avons perdus. Le combat de René Guénon fut un combat pour la réhabilitation et la réactivation des sagesses ancestrales de l'humanité. Et on va voir aujourd'hui à quoi a conduit, selon lui, la perte de ces sagesses ancestrales, à quoi a conduit l'éloignement de l'Occident vis-à-vis de la spiritualité, un éloignement qui serait la source et le symptôme de l'effondrement prochain de notre civilisation. Donc je le disais à l'instant, René Guénon est mort en 1951. C'est donc un homme qui a vécu de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Et déjà à son époque, René Guénon observe que le monde est en crise. Plus exactement, que le monde occidental est en crise. Crise économique, avec cette crise majeure qu'est le krach boursier de 1929, la plus grande dépression économique qu'ait connue le XXe siècle. Crise politique et militaire. René Guénon a vécu de près la Première Guerre mondiale, l'une des plus sanglantes et traumatisantes que nous ayons jamais connues. Crise écologique. Ça peut nous sembler surprenant, mais dès 1927, Guénon parle du désastre écologique dont se rend coupable l'Occident, à travers la pollution liée à l'hyper-industrialisation. Crise de l'éducation, de la famille, des valeurs. Bref, on croirait entendre parler de notre époque. Il ne manque plus que la crise sanitaire pour compléter le tableau. Donc, ce qui caractérise la modernité, pour René Guénon, c'est la multiplication et l'intensification des crises qui, selon lui, participent toutes d'une seule et même crise globale qui est la crise de la modernité. Alors, il faut tout de suite préciser que quand on parle de crise, on parle en fait de deux choses. Et il faut avoir à l'esprit ces deux choses pour comprendre ce que veut nous dire René Guénon. On parle, premièrement, d'un moment critique. Crise, critique, c'est la même racine. Pour le dire simplement, on parle d'une catastrophe, d'un dérèglement, d'un bouleversement, voire d'un effondrement. Mais on parle aussi, deuxièmement, d'une refondation, d'une réforme. Autrement dit, une crise, ce n'est pas que négatif. C'est du négatif qui débouche sur du positif. Alors on pourrait dire, oui d'accord, c'est bien gentil, mais rien n'est jamais purement négatif. Donc oui, forcément, si tout s'effondre, ensuite ça ne pourra que repartir. Quand tout va mal, ça ne peut qu'aller mieux. Oui, c'est ça l'idée. Mais ce que ça veut dire,
au-delà des mots, c'est que la crise est une phase transitionnelle. Une crise indique le passage d'un état à un autre. Dans le langage courant, on parle de crise d'adolescence, le moment où l'enfant entame sa mue. Sa mue, c'est-à-dire sa mutation, sa transformation. On parle de crise de la quarantaine, ce moment où on a l'impression que notre vie stagne et qui nous pousse à tout envoyer valser, à revivre une dernière fois le frisson de la jeunesse, pour entrer plus sereinement dans l'âge de la maturité. Donc les crises sont utiles. Elles sont non seulement utiles, mais elles sont même nécessaires. Nécessaires au sens d'inévitable, au sens de non contournable. Donc la crise du monde moderne, c'est la crise que l'Occident traverse actuellement, qui se manifeste par toute une série de crises dans tous les domaines de l'existence, et que nous ne pourrons pas empêcher parce qu'elle a un caractère de nécessité. La crise, on ne l'évitera pas. On n'y échappera pas. On ne pourra que la surmonter. Et pour la surmonter, il faudra l'affronter. Donc vous l'aurez compris, René Guénon, c'est pas vraiment l'optimisme. Mais en même temps, si vous avez bien suivi ce qui a été dit précédemment, vous aurez retenu que la crise, c'est aussi une condition pour des lendemains meilleurs. Et c'est là où il faut aborder la métaphysique guénonienne. Ou en tout cas la métaphysique dont Guénon se réclame. Puisque Guénon le dit lui-même, il n'a pas créé une métaphysique. Il a hérité d'une métaphysique que les Occidentaux modernes ont oubliée. Cette métaphysique, c'est la métaphysique des cycles cosmiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la métaphysique des cycles cosmiques? À notre époque, on étudie les cycles cosmiques d'un point de vue scientifique, essentiellement d'un point de vue astronomique. Nous savons par exemple qu'il existe des cycles astronomiques réguliers. La révolution des planètes autour de leur astre, la rotation des galaxies, la précession des équinoxes. Bref, l'univers obéit à des cycles. Et ces cycles s'inscrivent dans une temporalité. Ils sont même ce qui définit notre temporalité. Un an, ce n'est pas une durée définie arbitrairement. Ce n'est pas l'homme qui a inventé l'année. Un an, c'est le temps que met la Terre à faire un tour complet autour du Soleil. D'où le lien étymologique entre année et anneau, l'idée de cercle. Donc l'univers obéit à des cycles. Eh bien, ce que nous dit Guénon, et ce que nous disent les doctrines métaphysiques de la tradition, c'est que l'humanité aussi obéit à des cycles. Que la mentalité et la manière d'être des êtres humains obéissent également à ces cycles. Et que donc les événements qui se produisent sur Terre doivent d'abord être compris comme des indicateurs de notre position dans le cycle. Et qu'actuellement nous sommes à la fin d'un cycle. La fin du monde dont parle Guénon, c'est la fin d'un cycle cosmique dont nous sommes partie prenante et auquel succédera un nouveau cycle, et ainsi de suite indéfiniment. Donc vous voyez que, pour Guénon, contrairement à ce que pensent les modernes, nous sommes finalement peu de choses. Je dis contrairement à ce que pensent les modernes parce que, pour Guénon, l'homme moderne se caractérise par son égocentrisme, par sa haute conception de lui-même. Le péché de l'homme moderne, selon Guénon, c'est d'avoir oublié que son existence s'inscrivait dans un cycle et dans un devenir infiniment supérieur à lui, le devenir universel. Et que ce devenir universel s'impose à nous. L'erreur des modernes, c'est d'avoir cru qu'ils étaient capables de dompter l'univers.
Or, pour Guénon, c'est peine perdue. Je cite souvent cette phrase de Descartes, qui illustre parfaitement le projet des modernes. Se rendre comme maître et possesseur de la nature. Autrement dit, faire de la nature, et nature en grec, ça se disait physis, le monde physique, faire de la nature notre propriété. C'est très prétentieux. L'humanisme, c'est cette période de l'histoire occidentale moderne pendant laquelle les Européens ont cherché à conquérir la nature. À la conquérir pour la mettre au service de l'homme. D'ailleurs, l'humanisme s'inscrit dans une période qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance, le fait de naître à nouveau. Qui peut naître à nouveau? Si ce n'est Dieu lui-même. La figure du Christ ressuscité. Donc il y a dans l'humanisme de la Renaissance, il y a dans ce projet de conquête de la nature, une aspiration à la divinisation de l'homme. Une aspiration à remplacer l'absolu divin par un absolu humain. Et ça, pour Guénon, c'est un signe de la fin des temps. Parce que c'est un signe que nous avons oublié que des principes supérieurs nous régissent. Donc pour en revenir à nos cycles cosmiques, Guénon explique que l'humanité a connu 4 grandes périodes, 4 âges, qu'on appelle dans la spiritualité hindoue des yugas. Je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à vous renseigner sur la cyclologie hindoue si ça vous intéresse d'approfondir. Et il se trouve que ces 4 âges, on les retrouve aussi bien chez les Perses que chez les Grecs et chez les Romains. À savoir, l'âge d'or, le Satya Yuga, l'âge d'argent, le Treta Yuga, l'âge de bronze, le Dvapara Yuga, et enfin l'âge de fer, le Kali Yuga. Le Kali Yuga étant l'âge sombre, l'âge des ténèbres. Et comme vous l'aurez compris, nous nous trouvons actuellement dans l'ère du Kali Yuga. Et même dans la phase terminale du Kali Yuga. L'âge du désordre et du rejet des principes supérieurs. Et pour ceux qui aiment les maths, notez que la durée de chaque yuga décroît en suivant une progression arithmétique. Si on divise un Mahayuga en 10 portions égales, le Mahayuga étant la totalité des yugas, l'âge d'or dure 4 portions, l'âge d'argent 3 portions, l'âge de bronze 2 portions, et l'âge de fer 1 portion. 4, 3, 2, 1. Ça rappelle le compte à rebours, mais ça rappelle surtout le tétractys de Pythagore, le nombre triangulaire, un symbole mystique bien connu des initiés. Et donc, à la fin du Kali Yuga, l'humanité connaîtra l'apocalypse, et n'oublions pas qu'apocalypse en grec, ça signifie révélation. Après quoi, un nouveau Mahayuga s'enclenchera, qui s'ouvrira sur un nouvel âge d'or, pour redescendre lentement jusqu'au Kali Yuga suivant. Maintenant, on va se pencher un peu sur ce que dit René Guénon au début de La crise du monde moderne, son livre phare publié en 1927. René Guénon nous dit que nous sommes arrivés à la fin du dogme du progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une vision ascensionnelle de l'histoire. Une vision ascensionnelle, ça veut dire qu'on voit l'histoire humaine comme une marche vers l'amélioration. Amélioration de nos conditions d'existence, amélioration des savoirs, des relations humaines. Et c'est vrai que si on nous proposait de vivre au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, sans électricité, sans téléphone, sans Internet, nous serions très nombreux à refuser.
et ce, indépendamment de nos conditions d'existence actuelles. Parce que pour nous, le passé est forcément dépassé. Le passé est forcément moins enviable que le présent ou le futur. C'est ça la traduction concrète de notre conception du progrès. L'idée qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier. Or, ce que nous dit Guénon, c'est que c'est seulement sur le plan matériel qu'il y a un progrès. Oui, Louis XIV ne roulait pas en BM. Jules César ne connaissait pas YouTube. Mais ces avantages de la modernité n'en sont que pour ceux qui les possèdent déjà. Les gens du Moyen-Âge ne souffraient pas de ne pas avoir Internet. Les gens de l'Antiquité ne souffraient pas de ne pas avoir l'électricité. Ces besoins sont apparus en même temps que sont apparus les moyens de les satisfaire. Donc il n'y avait pas de manque. Il n'y avait pas de frustration de ne pas vivre dans la modernité. C'est logique. De même qu'aujourd'hui, nous ne souffrons pas du manque des objets qui n'ont pas encore été inventés. Voilà pourquoi Guénon refuse d'appeler progrès ce qui n'est en réalité qu'une création de besoins. Une création de besoins artificiels qui nous donne l'illusion du bonheur, mais qui ne fait en réalité que creuser davantage le puits de nos désirs. Même chose pour les relations humaines. Les relations se sont certes pacifiées, mais se sont-elles améliorées? Sommes-nous réellement plus solidaires, plus disponibles, plus conviviaux? Rien n'est moins sûr. Il se pourrait que ce que nous appelons progrès soit en fait le progrès de l'individualisme, le progrès de la solitude, de la misère affective, de l'indifférence. Et que les progrès de la technologie, progrès matériels donc, aient eu pour effet de précipiter cet individualisme, de le renforcer. Des écouteurs dans les oreilles, un écran devant les yeux, et nous voilà seuls au monde. Alors, bien sûr qu'il y a des avantages à la modernité. Le nier serait malhonnête. Mais la question est de savoir, est-ce que l'humanité y a gagné en termes de bonheur? Est-ce que les progrès matériels peuvent raisonnablement constituer une finalité en soi? Pour le dire simplement, n'avons-nous pas été victimes d'un mensonge du progrès? C'est ce que pense René Guénon, mais en même temps, Guénon pense que ce mensonge commence à se remarquer, que ce mensonge commence à devenir visible. Et rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que l'Apocalypse, c'était la révélation. Comme on révèle un mensonge. La crise du monde moderne, c'est donc à la fois le point culminant de ce mensonge du progrès, en même temps que le moment de la prise de conscience de ce mensonge. Parce qu'il faut que les choses atteignent leur point culminant pour pouvoir être constatées par tous. Donc la crise du monde moderne a bien une issue positive, qui est la prise de conscience du caractère mensonger du concept de progrès, prise de conscience qui débouchera, à l'issue du Kali Yuga, sur une refondation et une rénovation. Donc pour en finir sur la notion de progrès, on pourrait dire que les modernes ont appelé progrès ce qui en fait devrait s'appeler développement. Développer, c'est étendre, c'est faire croître. Or, comment appelle-t-on l'indicateur de prospérité économique des sociétés modernes? Vous l'avez deviné, la croissance. La modernité, c'est cette époque à laquelle on identifie l'amélioration à l'augmentation. C'est cette époque à laquelle on identifie la qualité à la quantité, à laquelle on remplace la qualité par la quantité. Pour René Guénon, notre époque est celle du règne de la quantité. Alors ici, on pourrait avoir une vision un peu réductrice de ce que nous dit Guénon.
On pourrait dire par exemple que Guénon inaugure ce qu'on appellera plus tard la critique de la société de consommation. Alors, c'est pas faux, mais ça va beaucoup plus loin. Le règne de la quantité, ce n'est pas simplement le désir d'accumuler des biens matériels. Et pour le comprendre, on va maintenant expliquer ce qu'il se produit, selon la tradition, au cours d'un cycle cosmique. Précisons d'ailleurs que quand on parle de tradition ici, on ne parle pas des coutumes, et on ne parle pas non plus du conservatisme. La tradition, Guénon parle de tradition primordiale, avec un T majuscule, c'est l'idée qu'il existerait une spiritualité commune à tous les anciens peuples, et que cette tradition se traduirait dans des formes culturelles particulières. Par exemple, pour Guénon, la tradition primordiale inclut aussi bien l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, mais aussi le christianisme et l'islam dans leur version ésotérique. Guénon considère qu'il y a une unité profonde de toutes les doctrines métaphysiques traditionnelles et que leurs différences ne sont que des différences de forme liées au fait que chaque peuple est spécifique et qu'il faut donc un langage spécifique à chaque peuple. Donc qu'est-ce qu'il se produit au cours d'un cycle cosmique ? Il se produit un éloignement progressif du principe spirituel. Bon, mais est-ce que ça nous éclaire ? Bah oui, ça nous éclaire. Parce que ça veut dire que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la matérialisation du monde. C'est l'histoire de la descente de l'humanité dans la matière, dans les ténèbres de la matière. Pour René Guénon, un cycle cosmique se caractérise par la chute du pôle essentiel vers le pôle substantiel. Autrement dit, du pôle spirituel vers le pôle matériel. Alors, on va essayer de représenter ça par une image. Imaginez une boule de lumière. Cette boule de lumière, c'est l'origine du monde. L'origine spirituelle du monde. Maintenant, imaginez qu'une parcelle de lumière soit éjectée de cette boule et qu'elle tombe dans les profondeurs. Plus la parcelle de lumière tombe, plus elle s'éloigne de la source, mais également, plus elle perd en intensité lumineuse. Plus elle s'obscurcit. Et sous l'effet de la gravité, la parcelle de lumière accélère dans sa chute. Et plus elle accélère, plus elle se refroidit. Et en se refroidissant, elle se solidifie. Elle devient matière. Cette image illustre notre éloignement progressif du principe spirituel. La boule de lumière, c'est le principe spirituel, d'origine divine. C'est l'âge d'or, l'unité. L'unité des hommes avec Dieu et avec la nature, avec la faune et la flore. L'éjection de la parcelle de lumière, c'est la séparation initiale, l'entrée dans la dualité. C'est l'expulsion d'Adam et Ève, la domestication des animaux et l'invention de l'agriculture. C'est l'âge d'argent. La chute de la parcelle de lumière, c'est la matérialisation, la création d'outils, la métallurgie. Métallurgie qui allait permettre de conquérir la nature et de faire la guerre. C'est l'âge de bronze. Arrive l'extinction de la parcelle de lumière, la dissolution, l'âge de fer, le Kali Yuga qui met un terme au cycle. Plus l'humanité avance dans le temps,
plus elle s'éloigne du principe spirituel. Plus elle nie le principe spirituel. Pour faire de la matière, son unique préoccupation et son unique mode d'être. Remarquez comme nous sommes passés, au fil des âges, d'une conception métaphysique du monde à une conception physique du monde. D'une conception spiritualiste du monde à une conception matérialiste du monde. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou mal. Il s'agit d'observer l'évolution de la mentalité humaine. Les cosmologies antiques étaient des cosmogonies, c'est-à-dire qu'on racontait la naissance de l'univers à partir d'un principe créateur lui-même non matériel. La cause du monde matériel n'était pas matérielle. Elle ne pouvait être que supramatérielle. Parce que dans le cas contraire, cette cause matérielle aurait elle-même une cause qui la précède. Rien ne se crée dans le monde matériel. Tout n'est qu'agencement et réagencement. De la mythologie babylonienne à la Genèse biblique, il y avait toujours un principe supramatériel à l'origine de l'univers. Un principe supramatériel dont l'univers matériel n'était qu'une émanation dégradée. Or, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'origine de l'univers, on ne parle pas d'un principe supramatériel. On parle du Big Bang. On parle de ce qu'il y avait avant le Big Bang. Du vide quantique. Un vide pas totalement vide. On est donc en recherche d'un principe matériel à l'origine de l'univers. Et d'ailleurs, quand les physiciens parlent d'univers, ils parlent de la matière qui constitue l'univers. Des planètes, des galaxies, de ce qu'on appelle l'univers observable. Donc il y a bien une épistémologie matérialiste dans la science moderne. En physique comme en médecine, aujourd'hui, on s'occupe de corps, donc de matière. Donc quand les modernes pensent le monde, ils le pensent toujours sous l'angle de la matière. Et ça, René Guénon le met évidemment en lien avec ce qu'il appelle le règne de la quantité. Pourquoi ? Parce que la quantité, c'est ce qui est mesurable. Un corps se mesure. Sa longueur, sa largeur, sa masse. Voilà pourquoi les mathématiques ont un rôle central dans l'étude du monde physique. D'ailleurs, Guénon fait remarquer qu'il y a une parenté étymologique entre le mot latin metiri, qui signifie mesurer, et materia, qui signifie matière. Donc la matière, c'est le mesurable, c'est-à-dire le quantifiable. Mais la contrepartie, c'est que tout ce qui n'est pas quantifiable échappe à la science moderne. Un sentiment n'est pas quantifiable. Une idée n'est pas quantifiable. Une intention n'est pas quantifiable. Or, le matérialisme moderne a besoin que tout soit quantifiable, quitte à rejeter ce qui ne l'est pas. Dans les composantes de la mentalité moderne, il y a donc le matérialisme. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, et vous allez voir que c'est lié, le rationalisme. Le rationalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de considérer que seule la raison permet d'accéder à des connaissances fiables. Le rationalisme, c'est la prééminence de l'intellect. Alors, on trouve déjà des traces de rationalisme dans l'Antiquité, avec Platon. Platon, le défenseur du logos, le défenseur de la pensée rationnelle et logique. Mais Platon considérait malgré tout que l'intuition était un mode de connaissance supérieur à la raison. L'intuition, c'est la saisie immédiate des essences. C'est donc le stade supérieur de la raison.
Spinoza aussi croyait dans la puissance de l'intuition. Et chez Spinoza aussi, l'intuition n'était pas la négation de la raison, mais le dépassement de la raison. C'est au XVIIIe siècle, avec Emmanuel Kant, que l'intuition allait être battue en brèche. Parce que, pour Kant, l'intuition ne peut porter que sur des objets sensibles, pas sur des objets intellectuels. En clair, Kant pensait qu'il n'y avait pas de mode de connaissance supérieur à la raison, et que la raison était fondamentalement limitée. L'entendement humain est limité. Il y a des concepts qui dépassent littéralement l'entendement, comme le concept de Dieu. Pour Kant, il est impossible de démontrer rationnellement l'existence de Dieu, parce que Dieu se situe au-delà des frontières de la raison. Et donc c'est avec Kant qu'on entre dans l'ère du rationalisme moderne, c'est-à-dire dans l'ère de la limitation de la connaissance. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on sait quelque chose par intuition, on nous regarde bizarrement. Parce que d'un point de vue moderne, savoir par intuition, ça veut dire savoir sans savoir pourquoi. Dans la modernité, l'intuition n'est pas considérée comme un mode de connaissance fiable. Ce qui est considéré comme un mode de connaissance fiable, c'est la raison. C'est cette partie de l'esprit humain qui décompose, qui dissocie, qui mesure. Et là encore, l'étymologie nous renseigne. Parce que quelle est l'étymologie du mot raison? L'étymologie du mot raison, c'est ratio, qui a donné rationnel. Et ratio, ça veut dire calcul. C'est d'ailleurs un terme qu'on retrouve en mathématiques. Un ratio, c'est un rapport entre deux nombres. Or, la raison fonctionne sur ce principe de mise en rapport. La raison quantifie. Elle additionne. Elle soustrait. Elle divise. C'est le principe de la déduction. Ce qu'on appelle le syllogisme. Une opération logique. Sauf que, là encore, nous dit Guénon, la raison réduit le champ de la connaissance. Parce que la raison reste sourde à certaines vérités qui ne sont pas de l'ordre du raisonnement logique. Il y a des choses que l'on sait, sans pouvoir expliquer pourquoi ni comment on les sait. Et d'ailleurs, si vous parlez avec des mathématiciens, vous découvrirez que certains d'entre eux parviennent à résoudre des équations de manière intuitive. C'est-à-dire qu'ils voient le résultat avant de voir la démonstration qui conduit à ce résultat. C'est ça l'intuition. L'intuition du vrai. Donc pour en revenir au rationalisme, le rationalisme, c'est l'application du règne de la quantité au domaine de la connaissance. La raison quantifie pour connaître. Elle sépare et dissocie. Mais elle demeure impuissante quand il s'agit de rassembler, quand il s'agit de synthétiser. La raison voit les différences avant de voir les points communs. Et donc, pour Guénon, une connaissance uniquement fondée sur la raison ne peut être qu'une connaissance atrophiée, une connaissance amputée. Et c'est là qu'on en arrive au troisième pilier de la mentalité moderne, après le matérialisme et le rationalisme, à savoir l'individualisme. L'individualisme, c'est la conséquence logique et inéluctable du matérialisme et du rationalisme. Pourquoi? Parce que le matérialisme et le rationalisme coupent l'individu de toute forme de transcendance. Le matérialisme et le rationalisme nient l'existence de tout principe supérieur. Et donc, en l'absence de principe supérieur, l'individu est privé de tout moyen d'élévation. Il devient son seul et unique référentiel. Que peut bien signifier s'élever s'il n'y a rien au-dessus de nous? À
quoi bon se conformer à des principes si ces principes n'engagent que ceux qui y croient? C'est une perte de temps. Si la modernité est bel et bien la phase d'éloignement ultime du principe spirituel, c'est dans la mesure où la modernité a rendu absurde l'idée de se conformer à des principes supra-individuels. Et là encore, on retrouve le règne de la quantité. Parce que, qu'est-ce qui compte quand aucun principe supérieur ne guide notre existence? La maximisation du plaisir. L'oubli de soi dans la pure sensation. La raison me dit que rien ne m'est accessible au-delà du monde de la matière. Donc je ne suis qu'un corps. Et si je ne suis qu'un corps, je dois jouir de mon existence terrestre. Et donc ce que nous dit René Guénon, c'est que la modernité, c'est l'ère de l'oubli de l'être dans l'agir. On agit pour ne pas avoir à être. On agit pour s'agiter. Parce que l'agitation met notre corps en mouvement, parce que l'agitation remplit notre corps de sensations, et en remplissant notre corps de sensations, l'agitation rend le spirituel superflu. Le Kali Yuga, c'est la matérialisation de l'homme, c'est l'agitation et l'accélération comme principe d'existence, et c'est, à terme, la dissolution de l'être. Je cite. C'est bien là, en effet, le caractère le plus visible de l'époque moderne. Besoin d'agitation incessante, de changements continuels, de vitesse sans cesse croissante, comme celle avec laquelle se déroulent les événements eux-mêmes. C'est la dispersion dans la multiplicité, et dans une multiplicité qui n'est plus unifiée par la conscience d'aucun principe supérieur. C'est, dans la vie courante comme dans les conceptions scientifiques, l'analyse poussée à l'extrême, le morcellement indéfini, une véritable désagrégation de l'activité humaine dans tous les ordres où elle peut encore s'exercer. Et de là l'inaptitude à la synthèse, l'impossibilité de toute concentration, si frappante aux yeux des orientaux. Ce sont les conséquences naturelles et inévitables d'une matérialisation de plus en plus accentuée. Car la matière est essentiellement multiplicité et division. Et c'est pourquoi, disons-le en passant, tout ce qui en procède ne peut engendrer que des luttes et des conflits de toutes sortes, entre les peuples comme entre les individus. Plus on s'enfonce dans la matière, plus les éléments de division et d'opposition s'accentuent et s'amplifient. Inversement, plus on s'élève vers la spiritualité pure, plus on s'approche de l'unité, qui ne peut être pleinement réalisée que par la conscience des principes universels. Ce qui est le plus étrange, c'est que le mouvement et le changement sont véritablement recherchés pour eux-mêmes, et non en vue d'un but quelconque auquel ils peuvent conduire. Et ce fait résulte directement de l'absorption de toutes les facultés humaines par l'action extérieure, dont nous signalions tout à l'heure le caractère momentané. C'est encore la dispersion envisagée sous un autre aspect et à un stade plus accentué. C'est, pourrait-on dire, comme une tendance à l'instantanéité, ayant pour limite un état de pur déséquilibre qui, s'il pouvait être atteint, coïnciderait avec la dissolution finale de ce monde. Et c'est encore un des signes les plus nets de la dernière période du Kali Yuga. Sous ce rapport aussi, la même chose se produit dans l'ordre scientifique. C'est la recherche pour la recherche, beaucoup plus encore que pour les résultats partiels et fragmentaires auxquels elle aboutit. C'est la succession de plus en plus rapide de théories et d'hypothèses sans fondement, qui, à peine édifiées, s'écroulent pour être remplacées par d'autres qui dureront moins encore, véritable chaos au milieu duquel il serait vain de chercher quelques éléments définitivement acquis, si ce n'est une monstrueuse accumulation de faits et de détails qui ne peuvent rien prouver ni rien signifier. Nous parlons ici, bien entendu, de ce qui concerne le point de vue spéculatif, dans la mesure où il subsiste encore. Pour ce qui est des applications pratiques, il y a au contraire des résultats incontestables, et cela se comprend sans peine, puisque ces applications se rapportent immédiatement au domaine matériel, et que ce domaine est précisément le seul où l'homme moderne puisse se vanter d'une réelle supériorité. Il faut donc s'attendre à ce que les découvertes, ou plutôt les inventions mécaniques et industrielles,
aille encore en se développant et en se multipliant, de plus en plus vite elle aussi, jusqu'à la fin de l'âge actuel. Et qui sait si, avec les dangers de destruction qu'elles portent en elles-mêmes, elles ne seront pas un des principaux agents de l'ultime catastrophe, si les choses en viennent à un tel point que celle-ci ne puisse être évitée. Face à la crise que traverse le monde moderne, beaucoup s'interrogent, beaucoup s'inquiètent. Comment éviter la catastrophe? Comment éviter l'apocalypse? Est-elle seulement évitable? Que peuvent faire quelques êtres humains face aux lois cosmiques? La fin du dogme du progrès entraîne un peu partout des retours à la tradition. On sent que la modernité est à bout de souffle, qu'elle ne tient plus ses promesses, qu'elle ne rend pas les gens heureux. Et donc, on se replie dans les choses solides du passé. Le retour du religieux est un des effets de l'inquiétude moderne. En fin de compte, le retour du religieux est un pur produit de la modernité. Une réaction de défense face à un monde qui ne comble pas notre besoin de sens, notre besoin d'un au-delà du matériel, notre besoin de spiritualité. La modernité a fait croire à l'homme qu'il n'était qu'un corps doté d'une raison. La modernité a fait croire à l'homme que la spiritualité était une chose du passé, une chose dont il pourrait se passer. Tant il est vrai que nous serions trop évolués pour porter du crédit à la spiritualité. C'est au nom du progrès qu'on a amputé l'être humain de sa dimension spirituelle. Et aujourd'hui, on s'étonne que l'homme moderne soit partagé entre tourment et ressentiment, entre dépression et hystérie, entre addiction et inertie. Priver un être humain de sens, c'est comme priver une fleur de lumière. Alors, s'il y a la moindre chance que nous survivions à la modernité, et qu'il nous faille bâtir le monde nouveau, ce ne sera pas en combattant l'inéluctable, mais en le fécondant de notre lumière. Je vous remercie.